Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet qui concerne le PACS et la question de savoir s'il ne serait pas aujourd'hui une sorte de mariage aménagé. Afin de traiter au mieux ce sujet, Justine est présente sur le plateau pour répondre à quelques questions. Bonjour à tous et merci beaucoup Cécile pour l'invitation. Justine, vous êtes étudiante en Master 1 en droit privé et sciences criminelles et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pour bien se situer par rapport à notre sujet, il est important de savoir ce qu'est le pacte civil de solidarité. D'après mes recherches, le PACS a été instauré par la loi du 15 novembre 1999. Pouvez-vous nous en dire plus ? Vos recherches sont exactes. La loi du 15 novembre 1999 a instauré le PACS et l'a également défini. Ainsi, le PACS est un contrat conclu entre deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, non mariées, et qui fixe les modalités de la vie commune. Donc le PACS et le mariage induisent en effet tous les deux des formalités, à la différence du concubinage. Nous ne traiterons donc pas de celui-ci aujourd'hui dans notre émission. Plus particulièrement, afin d'enregistrer le PACS, je suppose que les partenaires doivent se rendre auprès du tribunal d'instance. Permettez-moi de vous corriger, mais depuis le 1er novembre 2017, l'enregistrement du PACS ne se fait plus au tribunal d'instance, mais auprès de l'officier d'état civil en mairie ou auprès du notaire qui transmet alors la déclaration à l'officier d'état civil. Les effets du PACS débutent alors à compter de l'enregistrement. Eh bien, merci de m'avoir indiqué cette nouvelle possibilité. Les partenaires, devant l'officier d'état civil du coup, doivent donc se munir de certains documents tels que l'attestation sur l'honneur et la pièce d'identité, n'est-ce pas ? Vous avez tout à fait raison. En plus de cela, la convention de PACS devra être rédigée en français et signée par les deux co-contractants. Elle devra également faire mention de la loi du 15 novembre 1999. À l'inverse du mariage, le PACS ne modifie pas l'état civil des personnes, mais figure sur l'acte de naissance des partenaires. Tout à fait. Entrons dans le vif du sujet en abordant le rapprochement des effets patrimoniaux du PACS par rapport à ceux du mariage. Le PACS, comme le mariage, entraîne certains effets patrimoniaux qui présentent des caractères communs. Pouvez-vous nous donner quelques précisions ? Bien sûr. Tout d'abord, les époux comme les partenaires sont soumis à une imposition commune, peu importe le régime auquel ils prétendent. S'agissant des dépenses du couple, ils sont dans les deux régimes solidaires des dettes contractées pour les besoins de la vie courante. C'est donc la question de la solidarité ménagère. Exactement, Cécile. Cependant, les partenaires comme les époux ne sont plus solidaires dès lors que la dette est jugée manifestement excessive en vertu de l'article 220 du Code civil ou en cas d'achat à tempérament ou d'emprunt. Nous venons donc de voir que certains des effets patrimoniaux étaient semblables dans les régimes du PACS et du mariage. Qu'en est-il des obligations respectives qui s'imposent aux partenaires ainsi qu'aux époux ? Alors, les partenaires ainsi que les époux sont soumis à une obligation de résidence commune qui n'était pas à l'origine prévue par la loi, mais qui a été entérinée par une réforme de 2006 à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel. En plus de cela, les partenaires sont-ils soumis au même devoir de fidélité qui est imposé aux époux ? Eh bien non. Les époux ont une obligation de fidélité qui n'est pas imposée au couple pacsé, tout comme le devoir de secours applicable entre époux. Par contre, les partenaires sont soumis à un devoir d'assistance réciproque qui s'assimile à un devoir d'aide matérielle proportionnel à leurs facultés respectives. Très bien, donc le PACS et le mariage sont donc deux régimes différents, mais nous venons de voir qu'ils présentent tout de même certaines similitudes concernant leurs obligations respectives qui s'appliquent entre partenaires ou entre époux. Concernant le régime qui leur sera applicable, les partenaires sont-ils libres dans leur choix ? En effet, l'article 515-3 du Code civil invoque bien une convention passée entre les parties. Les partenaires, à défaut de précision dans la convention de PACS, sont soumis au régime de la séparation de biens. Mais ils vont pouvoir également faire le choix du régime de l'indivision des biens, soit dans leur convention initiale, soit dans une convention modificative. Très bien. Donc le fait de laisser aux partenaires le libre choix du régime qui leur sera applicable traduit notamment une nouvelle similitude avec le libre choix du régime matrimonial. Je tiens également à préciser que les parties ont la possibilité d'aménager le régime qui leur sera applicable par des clauses conventionnelles. L'objectif de ces clauses est de pouvoir organiser, comme elles le souhaitent la convention de PACS, et d'adapter le régime en fonction de leurs besoins personnels. Vous avez bien fait de nous préciser l'existence de ces clauses conventionnelles. En effet, elles auront notamment leur importance lors de la dissolution du PACS. D'ailleurs, cette dissolution est simplifiée par cette nature conventionnelle du PACS. Pouvez-vous nous parler du rapprochement des effets personnels de la dissolution du PACS et du mariage ?
Bien que, comme vous l'avez indiqué, la dissolution du PACS soit simplifiée de par sa nature conventionnelle, certains effets de cette dissolution rejoignent ceux du divorce. D'une part, la rupture du PACS met fin aux obligations pesant sur les partenaires, tout comme le divorce pour les époux. D'autre part, la rupture emporte également des effets à l'égard des tiers. Ils en sont informés lors de sa publicité, qui rend effective la rupture. Merci pour ces précisions, Justine. Mais bien que les effets personnels de la dissolution du PACS et du mariage soient similaires en bien des points, le PACS conserve néanmoins certaines particularités dans les effets patrimoniaux de sa dissolution. En effet, l'une des particularités de la dissolution du PACS tient à son faible encadrement juridique. Les modalités de séparation des partenaires ne sont pas encadrées par la loi. Effectivement, alors que dans le cadre d'une procédure de divorce, toutes les conséquences de la séparation doivent être prévues. Il est possible et même conseillé aux partenaires de prévoir des clauses spécifiques lors de la conclusion du PACS afin d'éviter tout litige lors de sa rupture. Tout à fait. Ainsi, si la dissolution du PACS paraît plus simple que le divorce, elle conserve néanmoins certaines particularités, notamment concernant ses effets patrimoniaux. Eh bien, merci Justine pour toutes ces précisions de qualité. J'espère que nos téléspectateurs auront apprécié et appris de cette émission et nous vous retrouverons très bientôt dans une nouvelle émission À vos droits.